J'ai l'immense honneur et plaisir de vous présenter nos deux conférenciers suivants, à savoir Madame Parent et Monsieur Joucan. Donc en fait, je m'entretenais un peu avec eux. Ils vont vous entretenir d'une problématique que l'on n'a pas souvent l'habitude d'associer, à savoir la pédagogie et le monde médical. Alors nos deux conférenciers, tout d'abord Madame Parent, vous avez une partie de son long CV ici sur le PowerPoint. Donc travaille à l'école de santé publique de l'Université de Bruxelles, a des activités de recherche dans 2 centres et est au département médical de Médecins sans frontières. Monsieur Joucan travaille à la faculté de médecine de l'Université de Bretagne et est également chercheur dans un centre éthique, professionnalisme et santé. Alors, la conférence d'aujourd'hui est en fait le fruit d'une réflexion, le fruit de recherches qu'on donne régulièrement à de nombreuses publications scientifiques. Madame Parent et Monsieur Joucan vont vous entretenir du diplômé savant au professionnel compétent. En fait, il vous propose une analyse, une rupture paradigmatique à partir de l'évolution de la pédagogie médicale. Après avoir abordé le contexte, à savoir celui d'une formation initiale en santé qui attribue encore pas mal de primauté aux savoirs qui sont issus de la recherche, il vous propose ensuite d'aborder avec vous et de développer leurs questionnements, donc des questionnements à la fois ontologiques, questionnements méthodologiques, questionnements épistémologiques, pour ensuite discuter de tout cela avec vous. Je remercie Madame Parent et Monsieur Joucan pour leur disponibilité et leur contribution donc, à ce 28e congrès de l'APU, et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Bien, merci beaucoup. Nous remercions très vivement les responsables de l'AIPU, les promoteurs de ce colloque, son comité d'organisation, son comité scientifique, et plus particulièrement Marc Demeuse, de nous avoir donné l'opportunité de partager votre réflexion. Alors nous mesurons tout particulièrement l'honneur qui nous est fait de nous recevoir dans une enceinte de pédagogie universitaire, du monde des sciences de l'éducation, nous qui venons du monde de la santé, même si nous, comme nous avons essayé un petit peu de l'illustrer, nous sommes engagés dans une réflexion de fait vers l'éducation, ses principes et ses dispositifs opérationnels. Alors, nous y voyons peut-être l'idée que dans l'enceinte de l'université, les facultés de médecine ont pu paraître à certains moments comme porteuses d'innovation et qu'elles ont pu apparaître comme finalement un petit peu la composante la plus innovante en pédagogie dans le monde universitaire, mais nous sommes bien placés pour savoir aussi que les facultés de médecine peuvent être le lieu de contraintes et être des contextes où s'exercent de forts freins au changement, et qu'à ce titre, elles peuvent aussi être des milieux très conservateurs, sinon même parfois réactionnaires. Donc nous sommes porteurs de tout ça, et voilà, de nos contradictions et de nos paradoxes. Alors, le point de vue qui sera le nôtre sera donc celui de praticiens de la santé. Pour Florence, celui d'une praticienne en santé publique, et pour ce qui me concerne, celui d'un praticien, clinicien, plus particulièrement en médecine interne, qui nous sommes engagés depuis maintenant de nombreuses années dans le champ de l'éducation, au regard de la conviction que nous nous sommes forgés de la puissance du levier éducatif pour développer un impact sur la santé des personnes et des populations. Il ne vous a pas échappé que nous avons affublé notre sous-titre de 2 paires de guillemets, et nous y tenons beaucoup, car nous avons repris la locution française, francophone habituelle, pédagogie médicale, malgré son caractère réducteur, et nous essaierons justement d'illustrer en quoi nous proposons une réflexion qui dépasse le strict cadre pédagogique, c'est-à-dire la stricte mécanique, enseignement, apprentissage, évaluation. Et par ailleurs, nous voudrions dire que nous parlerons de médecin, nous parlerons de médecine, mais qu'il faudra à chaque fois l'entendre comme terme générique pour désigner l'action en santé, quelle que soit l'origine professionnelle, et donc qu'il s'agisse de médecins, d'infirmières, de sages-femmes ou toutes les autres professions de santé.
Voilà, alors, beaucoup d'entre vous savent que, de par le monde, l'ensemble des dispositifs de formation médicale initiale sont organisés selon l'architecture dite flexnerienne, du nom d'Abraham Flexner, qui, en 1910, avait été invité par les gouvernements des États-Unis et du Canada à faire une inspection des écoles de médecine, qui étaient souvent là, des officines privées, des écuries un petit peu privées à l'époque, et qu'à l'issue d'un rapport extrêmement critique, il avait préconisé les bases d'une formation scientifique des médecins qui explique l'architecture voilà, qui n'a pas bougé pendant pratiquement une centaine d'années et qui a encore de beaux restes, certains le savent, où la formation médicale débute par 2 ou 3 années d'enseignement de sciences dites fondamentales, c'est-à-dire qui sont censées fonder l'action médicale, et qui précèdent 2 ou 3 années, selon les cas, de formation en contexte clinique, avec d'emblée la note que cette formation s'effectue encore aujourd'hui beaucoup à l'hôpital, beaucoup trop sans doute, autour des maladies, sur des problèmes aigus, et qu'elle est encore beaucoup trop centrée sur le modèle bioclinique. On s'en expliquera un petit peu. En tout cas, cette posture maintient dans une forme de subordination les sciences cliniques par rapport aux sciences fondamentales, ce qui n'est pas une légitimité qui va forcément de soi, même si elle est consacrée. Alors elle est consacrée notamment parce que derrière le modèle flexnerien, on peut y voir un modèle beaucoup plus général qu'on pourrait appeler le modèle humboldtien, du nom de Wilhelm von Humboldt, qui a fondé l'université de Berlin au début du XIXe siècle, au regard du principe qui accordait une forme de prééminence toute particulière au savoir issus de la recherche fondamentale, c'est-à-dire les savoirs a priori déconnectés de toute forme d'utilitarisme, qui était d'une essence un petit peu, voilà, tenu d'une essence un petit peu supérieure par rapport aux savoirs issus de la recherche appliquée, les savoirs médiatisés dans le cadre des dispositifs de formation n'étant envisagés qu'à titre de développement didactique. Quant aux savoirs professionnels, on n'en parlait même pas. Voilà, tellement ils étaient implicites, qu'ils se déduisaient, on ne savait trop comment, des uns et des autres. Voilà, alors on observe les uns les autres que malgré tout, depuis quelques années, il y a une forme d'injonction sociale, sociétale, à faire évoluer cette conception. Et notamment ici, je fais référence donc à un texte qui parlait des maladies du curriculum, dans une forme métaphorique, où on évoquait l'obésité du curriculum, l'arthrose du curriculum, la rigidification du curriculum. Mais on vous propose de considérer que cette injonction qui nous est faite consiste en fait à passer de la perspective du médecin savant à la perspective du médecin compétent. Alors, en général, quand on veut faire chic, on dit qu'il s'agit de passer du paradigme du médecin savant au paradigme du médecin compétent, un mot qui est en train de venir un petit peu souvent utilisé. On l'utilisera de fait, explicitement, au sens qu'il a en philosophie des sciences, à savoir d'un corpus de présupposés à la fois théoriques, issus de recherche, issus des savoirs scientifiques, mais aussi des croyances, des présupposés plus ou moins comme ça informels, dans lesquels se reconnaissent à un moment donné une communauté de chercheurs pour penser les problèmes et surtout tenter d'y apporter, d'élaborer une solution. Alors, cette perspective de changement va nous inciter à réfléchir à l'objet d'enseignement d'apprentissage, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit devenir l'objet des activités d'enseignement d'apprentissage dans un curriculum de formation. Et on essaiera d'argumenter que, de fait, il s'agit bien, au sens de la philosophie des sciences, authentiquement d'un changement de paradigme, si l'on admet qu'un paradigme se définit par la manière dont on répond successivement à 3 questions. Quelle est la nature de l'objet à construire, quels en sont les prescripteurs, quels en sont les déterminants, enfin, comment faut-il s'y prendre concernant l'objet, s'il s'agit d'objets d'enseignement et d'apprentissage, en assurer la transmission, avec tous les guillemets qu'il convient autour du mot transmission, car c'est un mot qui peut être porteur d'ambiguïté également. Alors, on se risque à quelques gros mots, mais quand on réfléchit à la nature des choses, on parle de questions ontologiques. Quand on réfléchit à la posture, à sa généalogie, on parle de questions épistémologiques. Et quand on envisage sa transmission, on parlera de questions méthodologiques. Ces 3 questions vont nous servir de fil rouge. En tout cas, dans la première partie de notre exposé, où nous avons 3 intentions. Premièrement, analyser le changement de paradigme en éducation médicale au regard des 3 questions relatives
à son objet tel que je viens de les évoquer. Examiner ensuite, à propos de plusieurs thèmes, un petit peu d'actualité en éducation, les enjeux, les conditions, les questions soulevées, afin de, en conclusion, souligner la nécessité d'une approche critique. Voilà. Donc on va faire un exposé à 2 voix et je passe tout de suite. Voilà. Alors, on va en effet donc d'abord s'attarder sur la question de cette rupture paradigmatique à travers les 3 questions qui ont été annoncées. Et donc, on va d'abord prendre cette première question. Quelle est la nature de cet objet d'enseignement et d'apprentissage dans un paradigme et dans l'autre? Alors, dans le paradigme du médecin savant, on peut affirmer que l'objet est toujours les savoirs, mais maintenant, dans ce cas de figure où on s'oriente vers le paradigme du médecin compétent, cet objet d'enseignement et d'apprentissage devient la compétence, c'est-à-dire un savoir agir adéquatement dans le sens non pas conformiste d'une adéquation à un système, mais bel et bien d'une prise de responsabilité envers l'autre, de pouvoir vraiment se confronter avec une responsabilité sociale envers ses patients, la communauté, etc. Alors cette première question, qui est donc la question ontologique, on va l'aborder à travers 3 postures, 3 perspectives pour essayer de l'approcher. La première, donc, c'est celle qui fait appel à une perspective anthropologique de la maladie, c'est-à-dire ici que cet objet des compétences en termes de finalité sur lequel on veut s'orienter n'est pas exclusivement ce qu'on appelle en anglais le disease, donc la maladie, qui serait plus donc dans le champ du médecin savant, c'est-à-dire on s'intéresse exclusivement à la maladie, voire à même l'organe malade. On va s'intéresser également au vécu de la maladie, donc une perspective phénoménologique, c'est-à-dire l'expérience vécue du patient malade. Et donc c'est ce qu'on nomme en anglais « illness ». Par ailleurs, on va également s'intéresser encore à une perspective qu'on peut dire plus constitutive, qui se construit dans son rapport social. Ce malade, il s'inscrit, il a un processus d'intégration, de reconnaissance sociale. Il s'agit ici de parler de sickness. Donc on s'intéresse, notre objet des compétences, ce n'est donc pas la maladie, mais bel et bien la personne dans toutes ses dimensions humaines. Une deuxième façon de le voir également ici sous une perspective plutôt liée à une épistémologie des problèmes de santé, c'est de considérer et confronter une logique positiviste avec une logique constructiviste. Dans la logique positiviste, les problèmes de santé existent en eux-mêmes. Ils sont vraiment des catégories naturelles. C'est inné, c'est naturel, c'est là, et on doit pouvoir alors l'objectiver par dépistage, par diagnostic, par toutes sortes de technicités, et éviter tout biais potentiel de subjectivité. Et pour ce faire, on va se baser sur des approches expérimentales, des liens de causalité, et donc on est dans des démarches de recherche expérimentale et donc une rationalité expérimentale. Il s'agit là de la conception bioclinique, biomédicale, auquel on a, en tout cas dans le monde de la médecine, l'habitude d'être confronté en formation encore aujourd'hui. Alors de l'autre côté, donc, on prône ici une perspective où les problèmes de santé ne sont pas exclusivement ce qu'on vient de voir maintenant, mais également des constructions individuelles et sociales. Que par ailleurs, le rôle du médecin est de partager justement une trajectoire de soins et de pouvoir élaborer un sens de la maladie, surtout qu'on a de plus en plus affaire à des maladies chroniques, et de pouvoir vraiment élaborer dans chacun des contextes, de façon vraiment personnalisée, une histoire de la maladie avec son patient. Et pour ce faire, il doit pouvoir développer des stratégies interprétatives, des stratégies également dialectiques et être capable d'entrer réellement en relation. On est là dans une perspective bio-psychosociale. À titre d'exemple de cette perspective constructiviste, on a ici repris l'exemple assez justement, l'exemple de l'ulcère gastro-duodénal, qui est vraiment un exemple justement plutôt positiviste, où dans les années 50, cette maladie était vue comme une maladie psychosomatique, était vraiment dans une catégorisation nosographique de maladies psychosomatiques liées au stress, alimentation, traitement donc par sédatif. Et en 1994, c'est une maladie infectieuse suite à la découverte du germe en cause d'Helicobacter, et on le traite aux antibiotiques. Toujours dans une démarche très positiviste, mais à ce moment-là, on peut se questionner dans quelle mesure est-ce que
quel que soit le diagnostic qui est fait, si maintenant il s'agit d'une maladie infectieuse, il n'y a aucune raison d'exclure la perspective également psychosociale de la problématique de santé. Un autre exemple, l'exemple de l'homosexualité qui était dans des catégories nosographiques internationales telles que la catégorie internationale de l'OMS ou le DSM pour tout ce qui est maladie psychiatrique, était considéré en 75 comme une maladie mentale, un trouble mental, et en 94, après vraiment un processus historiquement ancré, vraiment un lobbying des mouvements gays, donc ça a été vraiment un construit social et sociétal très considérable. Il est sorti comme maladie donc de la DSM et de la CIM en faveur maintenant d'une souffrance de l'individu où par ailleurs il y a aussi reconnaissance d'une souffrance par un processus de discrimination évidemment sociale à l'égard des personnes homosexuelles. Un autre regard sur la nécessité de considérer la perspective constructiviste. Si on prend une situation, l'hypertension artérielle comme maladie chronique, et qu'on sait comme c'est difficile justement d'assurer l'observance thérapeutique dans ce genre de problème, si on ne considère pas les représentations du patient, et que ce patient est plutôt dans une représentation de son problème d'hypertension comme étant lié à un trop-plein sanguin, un problème de type modèle hydraulique, et qu'on le traite plutôt dans un modèle où on considère qu'il a une visée plutôt... si on croise un traitement de type neurosédatif à un patient qui a une visée plutôt d'un modèle hydraulique et qu'on ne considère pas ses propres représentations, on ne va pas favoriser une démarche propice à un accompagnement réel et une observance réelle. Or, actuellement, il y a plus d'une personne sur deux qui a une maladie chronique et parmi ces personnes, il y a plus de 50% qui ne sont pas en bonne observance thérapeutique. Donc on voit à quel point c'est considérable sur l'impact en santé. Je dois boire un petit peu, excusez-moi. Alors la dernière perspective pour observer, donc, pour questionner l'objet des compétences, c'est la perspective cognitiviste selon la nature des problèmes à résoudre. On peut envisager, si le système éducatif pense les problèmes de santé comme étant des problèmes simples, comme des problèmes où tous les indices sont disponibles d'emblée, que les solutions requièrent des tâches familières, communes, que ça peut être résolu avec un haut degré de certitude et que tous les experts s'accordent sur la nature d'une solution immédiate pour tous. Et si on a ce regard-là sur les problèmes de santé ou au contraire un regard beaucoup plus complexe sur la nature des problèmes de santé en considérant que dans la vraie vie, ces problèmes de santé sont au contraire des problèmes où on n'a pas toujours tous les indices que ce problème peut évoluer, qu'il faut le problématiser dans le temps, que la solution n'est jamais standardisable telle qu'elle, mais elle est unique et située, qui ne peuvent pas être résolus avec un haut degré de certitude et que les experts sont souvent même en désaccord quant à la meilleure solution à mettre en œuvre, même quand le problème peut être considéré comme ayant été résolu. À ce moment-là, dans le premier cas de figure, dans une approche plus positiviste, le but sera alors d'appliquer la bonne solution. On va former les étudiants plutôt à essayer de trouver la bonne solution. Dans l'autre cas de figure, on va former les étudiants plutôt à essayer d'élaborer, d'argumenter une des solutions raisonnables possibles, ce qui évidemment entraîne une perspective radicalement différente. C'est ainsi, pour conclure cette première partie sur la réflexion autour de la question ontologique, en quittant donc l'idée de la médecine en tant qu'art et par ailleurs en mettant de côté le fait que la médecine ne serait qu'une science, nous prenons ici évidemment la perspective de la médecine en tant que pratique soignante, donc c'est une pratique professionnelle personnalisée, accompagnée de sciences et de techniques. En se centrant sur ce concept de pratique professionnelle, on va alors passer à la seconde question, la question maintenant épistémologique, donc qu'est-ce qui détermine maintenant cet objet d'enseignement et d'apprentissage? Quels en sont les prescripteurs? Donc, si on se questionne dans le paradigme du médecin savant, les prescripteurs, là, on a tous eu l'habitude et on est tous encore confrontés à cette réalité-là. Ce sont les disciplines, donc la médecine va être évidemment, le curriculum sera évidemment structuré en fonction de la biologie et de l'immunologie, l'anatomie, enfin toutes sortes de disciplines qui se sont donc structurées
dans le monde médical. Et de l'autre côté, par contre, le déterminant des compétences sont, dans cette perspective, la pratique professionnelle. On va élaborer autour de cette pratique professionnelle, puisque elle-même est déterminée par de nombreux facteurs. Et on va maintenant donc progresser sur cette question épistémologique. Donc, qu'est-ce qui détermine nos pratiques professionnelles ? Alors, qu'est-ce qui détermine dans le monde médical nos pratiques professionnelles ? Il y a eu un mouvement depuis une vingtaine d'années qui s'appelle donc l'Evidence-Based Medicine, qui a fortement influencé les pratiques médicales dans tout ce qui est prise de décision clinique, donc la compétence clinique, et qui se base fondamentalement sur ces trois grandes dimensions, mais principalement les données factuelles, les données validées, les données à partir de tout ce qui touche aux recherches, les méta-analyses. Et c'est un mouvement qui, finalement, est entré de plus en plus dans les curriculums et influence de plus en plus les pratiques professionnelles. Ce qui est nécessaire, c'est d'envisager pas exclusivement une approche factuelle à partir de données validées, mais également les facteurs personnels, qu'est-ce qui se construit dans la relation patient-médecin et les contraintes de l'environnement. Alors une autre façon d'aborder et d'essayer d'analyser qu'est-ce qui détermine ces pratiques professionnelles, c'est partir et chercher un modèle systémique qui émerge du monde de la promotion de la santé et qui est réellement un modèle en interaction et systémique. Ce modèle, donc, en partant sur les pratiques professionnelles et interprofessionnelles, donc les rapports entre professions. La première chose la première, c'est pas hiérarchiste qui est présentée ici, mais néanmoins une chose fondamentale, ce sont les finalités. On a tous des finalités, implicites ou explicites, mais qui fondamentalement déterminent nos pratiques professionnelles. Ces finalités peuvent être annoncées, mises en avant par l'institution dans des chartes, dans des décrets au niveau ministériel et autres, et donc aussi venir renforcer de façon explicite parfois certaines finalités ou au contraire les déforcer. Il y a également évidemment des déterminants environnementaux. Si on fait une chirurgie à Kinshasa ou à Bruxelles, à Saint-Jean, on aura évidemment des pratiques professionnelles différentes en fonction de facteurs environnementaux différents. De même qu'il y a des normes sociales. Si on a une certaine attitude au niveau social de discrimination envers certains groupes de population, par exemple les migrants ou les groupes socio-économiquement faibles, il y aura des inégalités sociales de santé qui vont être engendrées par les pratiques professionnelles au cœur même de nos systèmes de santé. Et donc ici, il y a des impacts donc, par ces déterminants collectifs qui sont considérables sur nos pratiques professionnelles. Il y a également nos déterminants individuels, qui sont vraiment nos déterminants motivationnels personnels. Ces déterminants se structurent ici dans ce modèle en trois catégories. On a ce qu'on appelle les facteurs prédisposants, d'une part, les facteurs capacitants et les facteurs renforçants. À titre d'exemple, si je prends parmi les facteurs prédisposants les représentations qu'on peut avoir de certains problèmes de santé, si on a une représentation très stéréotypée, par exemple, de problématiques en lien avec la santé mentale, il est possible qu'un patient qui arrive aux urgences ne soit pas de la même façon pris en charge par un professionnel qui, par contre, aurait d'autres représentations de la problématique de la santé mentale ou d'une personne migrante ou d'un problème d'alcoolisme, etc., etc. Si on considère un exemple parmi les facteurs capacitants, même si maintenant on peut être tout à fait ouvert à prendre en charge une problématique par exemple de santé mentale, si on n'en a pas les capacités parce que la situation nous stresse, qu'on n'a pas de quoi réguler par exemple nos émotions face à une situation extrêmement stressante aux urgences, on risque d'être mal outillé pour faire face à une situation qu'on voudrait prendre et on peut être confronté là à une situation qui fait que nos pratiques professionnelles ne vont pas aller dans le sens qu'on voudrait. Un autre professionnel pourra peut-être mieux le prendre en charge. Donc on est là vraiment en lien directement avec nos facteurs capacitants. En termes de facteurs renforçants, à titre d'exemple, donc c'est tous les mécanismes de feedback, positifs, négatifs, les modèles de rôle. Et donc, si systématiquement, quand on fait un tour de salle, on est dans un processus de feedback négatif, on risque là, dans le rapport qu'on a à l'institution et à notre hiérarchie, être dans des attitudes qui sont peut-être très peu favorables à des pratiques professionnelles ouvertes, collaboratives, et plutôt dans des rapports de force. Et c'est quelque chose qui, en termes de modèle de rôle, est très très présent, en tout cas dans nos milieux hospitaliers, certainement.
Alors un troisième modèle, enfin une troisième façon d'envisager ce qui détermine nos pratiques professionnelles, c'est de questionner nos pratiques professionnelles à partir de la perspective de notre relation avec le patient. Donc cette relation soignant-patient s'élabore au cours de temps sur différents modèles. Le premier modèle, c'est le modèle paternaliste dans lequel on baigne toujours profondément. C'est difficile de s'en sortir même si les choses évoluent. Et donc c'est le modèle où tout est décidé par le corps tout-puissant soignant qui va donc pas trop considérer la capacité décisionnelle et l'autonomie du patient ou de sa famille et va prendre en charge entièrement l'orientation thérapeutique ou éventuellement l'information ou la non-information qu'il donnera à son patient. Ce sera donc le modèle qui, depuis 50, existe et qui continue à exister. Ce modèle a amené notamment le monde de la santé publique et de la médecine générale et beaucoup d'organisations aussi de patients à se mobiliser pour tendre vers un modèle qui s'appelle le modèle centré sur le patient, comme on a aussi en éducation le modèle centré sur l'apprenant, mais où même si là il y a une perspective qui veut mieux tenir en compte les besoins de la personne, des familles, etc., il y a un principe de participation qui est aussi au cœur de ce modèle-là, mais néanmoins, c'est toujours quand même une perspective d'objet, c'est-à-dire que la personne n'est quand même pas réellement reconnue dans toutes ses dimensions, notamment ses dimensions de savoir, ses dimensions de compétences et donc ses dimensions d'autonomie. Et donc il y a un troisième modèle qui est maintenant de plus en plus en train d'arriver, notamment à la faculté de Montréal, qui est le modèle du patient partenaire, dans lequel le partenaire intervient directement dans les prises de décision, mais également doit être reconnu pour le savoir qu'il peut construire en termes de savoir expérientiel. Donc c'est le patient expert qui doit pouvoir être reconnu dans l'expertise qu'il a de sa maladie. Et il y a vraiment des patients justement qui interviennent dans la recherche, qui interviennent comme formateurs, qui interviennent dans l'élaboration des curriculums au cœur même de la faculté, notamment à Montréal. Et donc là, on peut voir à quel point il y a une révolution même copernicienne qui se dessine, si on devait aller dans ce sens-là, en termes de changement de pratique pour tout ce qui touche aux pratiques professionnelles, soignantes et certainement médicales. Alors ainsi, on clôture en tout cas la réflexion autour de la question épistémologique et donc de ce qui détermine nos pratiques professionnelles dans cette perspective par compétence, pour en arriver alors à la question méthodologique, donc comment en assurer la transmission. Donc c'est la transmission dans le sens vraiment de la méthode ici. Et dans le paradigme du médecin savant, donc ce qu'on a eu l'habitude d'entendre, c'est la transposition didactique, ce passage des savoirs savants vers les savoirs enseignés, donc des disciplines au savoir. Donc c'est en général la démarche sur laquelle on se questionne. Ici, on va se questionner sur deux étapes nécessaires qui s'appellent d'une part ce qu'on nomme, en tout cas dans l'approche qu'on propose, la traduction didactique d'une part, et puis la transposition pédagogique d'autre part. Et donc on aborde maintenant le dernier point qui est la question méthodologique. Alors dans une approche transmissive, ou éventuellement aussi dans la pédagogie par objectif, on va partir de contenu donc transmissif dans le sens vraiment d'expositive. On va partir de contenu disciplinaire et cette étape de transposition didactique va nous amener donc à élaborer nos objectifs en fonction de la taxonomie qui est rappelée ici. Dans certains cas de figure, il peut n'y avoir même pas du tout de transposition didactique. Les contenus font des tables de matière et le prof vient vraiment exposer des contenus. C'est ce qui arrive encore souvent aussi, même en faculté de médecine, en tout cas dans certains contextes qu'on peut côtoyer. Alors, ce qu'on propose dans la perspective des compétences, c'est d'avoir un modèle intégratif donc, de cette perspective des compétences qui se structure, comme je le disais, donc, en deux temps. La première, donc, cette traduction didactique, la démarche étant maintenant de partir de l'activité professionnelle, cette activité professionnelle étant nos pratiques professionnelles qu'on a vues dans la question épistémologique, et à partir de cette activité professionnelle, dans une démarche donc de didactique professionnelle, d'observation du métier, d'observation en situation des tâches et activités et fonctions des professionnels, de pouvoir alors élaborer, construire, identifier donc ce référentiel de compétences en s'appuyant également sur une taxonomie, mais une taxonomie adaptée à la logique des compétences, et alors dans un second temps s'assurer que ces compétences vont être vraiment travaillées dans les dispositifs pédagogiques, et là s'assurer évidemment que notre modèle d'élaboration de compétences,
qui est donc maintenant dans l'institution éducative, puisqu'on a fait une traduction didactique du métier vers l'institution éducative, que maintenant on a vraiment la possibilité d'un projet pédagogique pour élaborer des dispositifs pédagogiques et construire nos ressources en favorisant évidemment des approches interdisciplinaires et le plus possible de liens entre ces différentes ressources. Alors la taxonomie auquel on fait référence, c'est une taxonomie qui est en fait surtout nécessaire, qui est nécessaire dans les deux étapes, mais qui ne vise pas à catégoriser, pour catégoriser des éléments et des phénomènes d'apprentissage. Le but, c'est d'essayer de s'assurer qu'on touche au plus de savoir possible pertinent par rapport à nos pratiques. Le but est d'être exhaustif. On a cette prétention de l'exhaustivité pour être sûr de ne rien rater. Donc on a une démarche de didactique professionnelle, mais on a aussi une démarche d'attention à ce que tous les domaines de savoir soient couverts. Tous ces domaines de savoir, on peut se dire, OK, il y a le cognitif, mais il y a aussi le réflexif, et quand on fait attention aux subtilités qu'il y a entre les deux, on voit qu'il y a sous-jacent des activités différentes. On ne veut pas noyer le poisson, on veut vraiment voir toutes les activités qu'on va par la suite intégrer dans des situations professionnelles en termes d'apprentissage. Même chose si on considère le psycho-affectif et le social. On peut se dire, oh, mais tout ça, c'est le relationnel, c'est le communicationnel, tout peut aller ensemble. Mais ce n'est pas du tout le cas. Quand on peut vraiment identifier le psycho-affectif et le séparer du relationnel et du social, on va réellement enrichir le regard qu'on a sur les pratiques professionnelles et mieux les amener dans l'institution éducative pour les travailler réellement, parce qu'on a réellement besoin de travailler toute la part du psycho-affectif chez les soignants, pas seulement le relationnel et le communicationnel. Même chose avec le métacognitif et le réflexif. On sait bien que le métacognitif fait partie du réflexif, mais s'interroger de façon réflexive sur ses pratiques professionnelles est une chose, mais s'interroger sur ses stratégies d'apprentissage en est une autre, est importante pour les apprenants futurs professionnels de la santé. Alors bien sûr, on n'ignore pas le psychomoteur, l'opératif, qui rejoint de façon réduite ce qu'on nomme les skills. Pour nous, on le traduit comme ça. Donc là, on a tous nos domaines de savoir. Et d'autre part, on a aussi des niveaux d'intégration. Et donc vous voyez ici des niveaux d'intégration qui sont d'une part le savoir redire déclaratif, qui sont en fait ces savoirs qui existent, des savoirs déclaratifs qui existent pour tous ces domaines de savoir. Et il s'agit évidemment d'amener à ce que ces savoirs soient des savoirs d'action, donc des capacités, des savoirs réellement des habiletés, mais on les appelle encore des capacités décontextualisées. Alors elles sont décontextualisées surtout au regard de la catégorie suivante, donc, qui sont les dispositions en contexte, c'est-à-dire des savoirs agir situés, dans le sens où cette décontextualisation, c'est que ça se passe toujours en salle de classe, ou ça se passe dans des dispositifs plus sécurisants, mais ce n'est pas des situations authentiques en stage ou dans des lieux professionnels, où là, l'étudiant est vraiment dans des situations réellement authentiques. Et donc, ce qui importe, c'est de pouvoir vraiment amener l'étudiant à travailler... donc vraiment à travailler les trois niveaux qui sont présentés ici, en sachant que le niveau qui est ici va évidemment intégrer des savoirs en provenance de tous les domaines qui sont présentés au-dessus. Alors, à titre d'exemple ici, je vais prendre dans le CanMeds, qui est le référentiel du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, où même s'ils ne parlent pas dans exactement le même langage que nous, je vais prendre une compétence transversale chez eux, mais en considérant que c'est une famille de situations professionnelles, le promoteur de la santé. Et donc dans cette famille de situations promoteurs de la santé, sur le plan donc de la méthode, il s'agira alors, pour assurer ce niveau d'intégration auquel on veut tendre en termes de développement de compétences, d'une part, d'identifier des situations professionnelles. Une situation professionnelle, ce sont ces fonctions qui sont vraiment dans des contextes, dans des lieux d'exercice professionnel. Donc, à titre d'exemple, ici, on aurait une fonction qui est de développer des actions de promotion de la santé en contexte de soins primaires et en milieu ambulatoire. Voilà une situation professionnelle. Une seconde situation professionnelle serait de développer des actions d'éducation thérapeutique pour des patients pris en charge dans un centre de référence. On est là sur l'approche située de la compétence. De l'autre côté, on va nécessairement devoir identifier aussi des capacités, donc nos capacités décontextualisées, nos ressources qui sont donc décontextualisées. Il s'agit d'informer, par exemple, d'argumenter, d'investiguer, de collaborer, de promouvoir. Il va falloir
permettre à l'étudiant de travailler ses capacités dans les différentes situations professionnelles qui sont présentées à droite. Et ce n'est qu'à ce titre qu'on pourra parler de compétences, qui est vraiment la juxtaposition, l'articulation, la combinaison de ressources en situation spécifique au champ ici de la promotion de la santé. Et donc c'est spécifique, les savoirs sont spécifiques à des situations professionnelles. Les ressources se travaillent spécifiquement dans des situations professionnelles. On ne parle pas de capacités transversales à travers tout, c'est des capacités transversales à travers des situations professionnelles bien spécifiques d'un métier. C'est ainsi qu'on a alors traversé les trois questions qui nous permettent de vraiment rendre plus intelligible peut-être vers quoi on est en train de tendre avec cette notion de compétence, en répondant vraiment ici au fait d'une rupture paradigmatique. Mais on voudrait vraiment aussi insister sur le fait que le choix qui a été proposé ici, c'est d'envisager cette rupture paradigmatique comme un palimpseste ou comme un hologramme, c'est-à-dire que c'est loin d'être linéaire la perspective du médecin compétent, c'est plutôt des couches successives, de regards successifs sur l'objet compétence, c'est des regards par des postures différentes pour pouvoir justement essayer d'extraire toute la richesse de la complexité d'un tel concept. Voilà, je te laisse la suite. Alors voilà donc comment nous avons compris cette feuille de route qui nous est proposée de passer du médecin savant au médecin compétent, et avec ces lunettes-là en tête, ces lunettes, ce microscope, cette longue vue, nos yeux myopes ou presbytes selon les cas, nous allons examiner quelques thèmes d'actualité en éducation médicale, même si pour certains l'actualité commence à remonter à quelques dizaines d'années. En examinant un petit peu les enjeux, les conditions, enfin les problèmes que ça peut poser. Alors voilà, à tout seigneur, tout honneur, l'apprentissage par problème, des intentions prometteuses, quel résultat ? Je ne veux pas retomber dans les pièges d'il y a 20 ans de démontrer que l'apprentissage par problème fait des meilleurs médecins. Je voudrais simplement examiner un certain nombre de questions. Je ne veux pas revenir sur ce que c'est que l'apprentissage par problème. Fondamentalement une méthode pour étudier en profondeur un domaine de contenu, des habiletés de résolution de problèmes et acquérir des connaissances à la fois dans le champ des sciences fondamentales et dans le champ des sciences appliquées. Simplement souligner avec cette diapositive qu'en principe, il y avait une intention de sortir du clivage disciplinaire, puisque les problèmes à partir desquels les étudiants se posaient des questions, les questions en suspens devenant des objectifs d'études, ces problèmes, ces questions ont été organisés autour d'un thème plutôt que d'une discipline et préparés par des équipes d'enseignants qui avaient des champs de compétences complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? En fait, il faut se remettre en tête que l'apprentissage par problème a été construit à l'époque, 65, McMaster, à Hamilton, une petite ville du Canada, pas loin des chutes du Niagara, dans une triple perspective, et c'est important de l'avoir en tête. Cette faculté qui se crée et où les profs rentrent dans cette faculté 2 ou 3 ans avant que les élèves n'y rentrent, bonheur, incroyable, ils pensent, ils ont même le mandat de construire une faculté innovante centrée sur la communauté, voilà, autrement. Alors ils inventent l'apprentissage par problème, voilà, qui privilégie le modèle de l'étudiant qui apprend à partir des questions qui se posent, en interaction avec ses pairs et avec ses professeurs, qui traite activement des informations, avec un professeur qui a d'autres rôles que le rôle traditionnel de valideur et exposeur de contenu. Mais il y a un deuxième courant, c'est le courant auquel Florence a fait allusion tout à l'heure, qui est quasiment contemporain, parce que cette faculté de médecine de McMaster invente aussi, excusez du peu, l'Evidence-Based Medicine, dont l'acte fondateur de naissance est 92, mais qui était dans les tuyaux depuis bien plus longtemps. Donc, avec une forte emphase sur la référence au savoir savant, des informations qui devraient idéalement être recherchées selon leur niveau de preuve, en mettant en avant le caractère démontré du bénéfice attendu de l'action médicale, c'est-à-dire de la décision à prendre. Et puis, la troisième perspective, c'est comment apporter une réponse pertinente à la problématique de l'information des médecins. Alors, cette plaque est déjà probablement obsolète. Il se crée aujourd'hui avec l'open access, quasiment une revue toutes les demi-heures. Voilà, 7000 articles nouveaux chaque semaine, alors qu'un médecin ne lit en moyenne que 2 heures par semaine et que, voilà, une bonne moitié quasiment ne lisent presque jamais. Voilà, on peut
parlait de médecins, praticiens réflexifs, etc. Mais c'est une donnée. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant au regard de tout ça? D'accord, l'apprentissage par problème, il a recentré les curriculums sur l'activité cognitive du médecin. Mais il a eu du mal à se détacher un petit peu de ses prémices fondatrices qui étaient de faire des médecins des résolveurs de diagnostic. Et de fait, aujourd'hui, ça a transformé des curriculums en faisant quelquefois des curriculums centrés exclusivement sur l'activité de diagnosticien-thérapeute, qui était déjà prédominante, voire hégémonique. Elle s'en trouve renforcée. Les curriculums se recentrent sur les patients, mais comme on l'a dit, on se recentre sur les patients qui restent un peu des objets d'étude. C'était la perspective du milieu tout à l'heure, dans la triple perspective de la relation. Concernant la pratique de la médecine, certes, elle devient un peu plus rigoureuse, mais son ancrage positiviste la réduit finalement aux pratiques évaluables, démontrables, et les pratiques recommandables n'en sortent pas beaucoup. Donc, les pratiques compétentes sont un petit peu comprises comme les pratiques conformes aux pratiques recommandées. Et tout ce qui n'est pas directement mesurable passe un petit peu à la trappe. Je pourrais développer, élaborer autour de l'exemple de la douleur, qui n'a finalement été prise en compte que le jour où on a inventé un outil de mesure à l'échelle analogique de la visuelle pour en faire un objet manipulable, identifiable, parce que l'expérience phénoménologique de la douleur s'est perçue comme un petit peu pas très rigoureux. Voilà. Alors de fait, on a aussi, troisième volet, apporter des solutions à la problématique de l'accès au savoir, mais avec une forte valorisation des savoirs savants, des savoirs issus d'une démarche méthodique, avec une tendance à l'exclusion des savoirs issus d'une autre rationalité que la méthode expérimentale, et par exemple, à nouveau, les savoirs expérientiels, notamment ceux des patients, mais aussi ceux des soignants. Et alors, les savoirs profanes, encore plus, passent un petit peu à la trappe, alors qu'on a vu tout à l'heure combien c'était important pour la pertinence de l'action en santé. Voilà, deuxième élément, des visions du curriculum qui restent encore très parcellaires. Alors, on est ici à Mons, j'aurais pu faire référence aux travaux de Marc Demeuse, qui a pas mal travaillé sur les curriculums. J'ai pris des références plus classiques en éducation médicale, à la fois francophone et anglophone, pour rappeler simplement que, voilà, ce qu'on appelle un curriculum, il y a celui qui est prescrit, il y a celui qui est effectivement mis en œuvre, et puis il y a celui qui sournoisement se cache là où on ne l'attend pas. Alors, dans les facultés de médecine ou dans les écoles d'infirmières, on est très, très attentif, scrupuleusement attentif au curriculum formel prescrit, les objectifs, les ressources, les cours, les TP, les TD, les stages, les examens, etc. Tout ça. On est un petit peu moins attentif au curriculum tel qu'il se déroule en réalité, celui qui se déroule formellement, mais encore plus celui qui se déroule informellement, qui reste implicite. Et aujourd'hui, on sait, alors qu'on sait aujourd'hui que parmi les deux éléments, les deux interventions pédagogiques qui influencent le plus considérablement les apprentissages des étudiants dans des curriculums de santé où il y a des stages cliniques, ce sont précisément l'intervention de supervision clinique, quand l'enseignant regarde un étudiant en interaction avec son patient, ou le modèle de rôle, quand les rôles sont inversés et que c'est l'étudiant qui regarde son patron en interaction avec le patient. Le problème, c'est que ces modèles de rôle restent presque toujours informels et implicites. Alors qu'est-ce qui se passe quand on laisse au curriculum formel et implicite l'enseignement et l'apprentissage de choses dont on se dit qu'on n'est même pas très bien sûr que ça s'enseigne et que ça s'apprend? Eh bien, les étudiants font quand même des apprentissages, mais pas toujours ce qu'on voudrait. Alors, on a en tête aussi, justement, ce qui se passe dans les niches un petit peu... je vous invite à, par exemple, examiner l'influence des stéréotypes langagiers de la formation médicale, notamment tels qu'ils sont encore fortement véhiculés dans le pays d'où je viens, en France, où l'étudiant est sommé de rédiger une observation médicale, un petit peu une observation d'entomologiste, une observation naturaliste, où il est chargé de reconstruire l'histoire de la maladie. Il faut comprendre que derrière l'histoire de la maladie, c'est bien l'histoire de ce malade-là, mais ça reste souvent une histoire sans malade. Et en outre, ça postule que derrière une plainte, il y a toujours une maladie, ce qui est une autre question. Ou pays où on continue à dire que l'entretien à visée diagnostique est un interrogatoire et que le gage de sa rigueur serait qu'il soit policier pour se méfier de ses biais. Interrogatoire qui n'est bien souvent qu'une parole coupée. Et puis enfin, cette observation qui se termine par l'énoncé d'une conduite à tenir.
qui est en quelque sorte un peu, de façon caricaturale, la négation du choix. Dans le pays d'où je viens également, il faut mesurer l'impact que constituent par exemple les processus de sélection ultra compétitifs en fin de première année, en fin de dernière année, où on met les étudiants en ultra compétition et où en fait on classe les professions de santé. Les meilleurs font médecine, les moins bons font dentiste, les encore moins bons font sage-femme, les encore moins bons font infirmière, etc., etc. Quand je dis moins bons, c'est aux performances évidemment de l'examen. Je ne parle pas de jugement de valeur sur les personnes, ni même sur les compétences, vous l'avez bien compris. Voilà, donc le curriculum caché, il se niche un petit peu partout. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, 93, aux États-Unis, on observe que la capacité des étudiants en médecine à se préoccuper, par exemple, des patients défavorisés, décroît de la première à la 4e année de médecine. Est-ce que les étudiants ont eu des cours pour apprendre à moins se préoccuper? Non, mais ils apprennent ça. Ils apprennent ça. Alors d'accord, c'est les États-Unis. Bon, alors voilà le Canada, Ontario, même chose. Je ne détaille pas, je ne reviens pas sur la méthodologie, mais la capacité, la sensibilité éthique mesurée peut-être de façon discutable, mais en tout cas, voilà, ce sont des données, décroît jusqu'à la 4e année, après avoir un petit peu augmenté de la première à la 2e année. Alors les Européens vont dire, bah ouais, mais c'est aux États-Unis. Puis c'est des études qui sont un peu vieilles, 92. Alors ok, on reste comme en Amérique du Nord, mais 2003, même constatation. Alors les Européens que nous sommes vont dire, oui, mais tout ça, c'est les États-Unis, l'Amérique, c'est pas le même pays, etc. Alors, plus près de chez nous, Nantes, voilà, méthode différente, mais constat identique. Les compétences médicales des étudiants autour de la préoccupation éthique décroissent de la 3e à la 6e année. Donc, des curriculums qui sont repensés avec des approches pédagogiques, innovantes, etc., mais avec voilà, des choses qui restent beaucoup dans l'ombre, qui restent beaucoup implicites. Troisième spot, un petit peu, troisième comme ça, coup de projecteur, la simulation. Alors, c'est une nouvelle injection. Et voilà, cette plaque rappellera peut-être des souvenirs aux moins jeunes d'entre nous. C'est un album fameux des Beatles. Voilà. La simulation, c'est un peu ça. C'est magique, c'est censé résoudre tous nos problèmes de formation en sciences de la santé. Tous les problèmes. C'est magique, mais quand on y regarde d'un petit peu plus près, ça reste un peu mystérieux. On ne sait pas trop bien ce qui se passe. On ne sait pas trop bien ce qui se passe. Alors, la simulation, voilà, ça va du simple jeu de rôle à des dispositifs qui coûtent très cher. Un mannequin, dernier cri, tel que voilà, une faculté de médecine digne de ce nom ne peut pas s'en offrir un aujourd'hui, c'est 70 000 € à peu près. Voilà. Sans compter la maintenance, sans compter le personnel qui va avec, sans compter les consommables, etc., etc. Alors, aujourd'hui, il y a 3 types de raisons qui sont clairement identifiées pour recourir à la simulation. Premier type de raison, sécuriser les expériences d'enseignement et d'apprentissage, c'est la simulation comme éthique de la formation, avec un slogan, jamais la première fois sur un malade, en prenant conscience quand même du caractère un petit peu, voilà, slogan de cette chose-là, parce qu'il y aura bien toujours une première fois, d'accord? Elle peut être préparée, mais il y aura bien toujours une première fois. Deuxième bonne raison de recourir à la simulation, exposer les apprenants à des situations qui sont devenues peu accessibles dans la vraie vie, parce qu'elles sont devenues rares. Les situations de soins primaires sont rares dans les hôpitaux universitaires, parce qu'elles sont coûteuses ou complexes à mettre en œuvre. Allonger une intervention chirurgicale d'1 heure pour former un chirurgien, c'est un luxe que ne peuvent plus se permettre un certain nombre d'hôpitaux. Donc, il faut bien reconstruire ces milieux d'enseignement et d'apprentissage. C'est la simulation comme ressource didactique. Enfin, troisième intention, troisième projet, troisième conviction peut-être, améliorer l'efficacité de l'enseignement et de l'apprentissage. C'est quand même là un petit peu intéressant de voir qu'il faille le retour de la simulation pour que, voilà, à nouveau derrière des slogans, jamais de simulation sans débriefing, on se repréoccupe à nouveau de l'importance de la rétroaction, de la supervision, de l'accompagnement. Tant mieux si ça revient grâce à la simulation, mais il y a quelque chose, voilà, d'un petit peu instrumental derrière. Enfin, en tout cas, c'est la simulation comme possible valeur ajoutée pédagogique. Alors, comme vous le savez, il y a des interrogations depuis longtemps quant à l'impact de la simulation en formation. Il y a des réserves déjà très anciennes à l'égard des technologies éducatives. Il y avait une conférence ce matin là-dessus qui réinsistait sur le fait que ce n'est pas les technologies en elles-mêmes qui améliorent l'apprentissage, mais l'usage qu'on va en faire.
Il y a des résultats de recherche récents qui confirment l'existence de plusieurs incertitudes. Et il y a malgré tout un ensemble de données scientifiques qui confirment le potentiel de la simulation en formation professionnelle sous certaines conditions. Alors, aujourd'hui, ce qui est mis en exergue, et notamment, entre autres, par les vendeurs de simulateurs, c'est la notion de fidélité. Et puis, pour faire bonne mesure, ils vont chercher la caution des pédagogues. Donc, quand on parle de contextualisation, d'authenticité du contexte, c'est du pain béni pour les fabricants de mannequins, puisqu'ils disent, ben voilà, au nom de l'exigence de contextualisation, il faut que vous achetiez le mannequin le plus réaliste, le plus fidèle. Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Eh bien voilà, j'ai pris une revue générale récente, mais j'aurais pu vous en prendre plusieurs. D'accord, les étudiants, ils aiment la simulation, c'est le fun, comme on dit à Montréal, c'est plaisant. En contrepartie, est-ce que ça favorise l'engagement dans des activités d'apprentissage en profondeur? C'est un petit peu moins sûr. C'est un petit peu moins sûr. Voilà un certain nombre de mises en garde. Même si l'expérience de simulation est amusante et de haute fidélité, elle n'est pas nécessairement propice à l'apprentissage en profondeur. J'ai pris également une revue méthodique et systématique, une méta-analyse. Je ne vais pas vous lire tous les commentaires. J'aurais pu en aligner 2 ou 3 autres études. Peut-être la question centrale, les questions importantes non résolues concernent le fait de savoir quand et comment utiliser la simulation de façon efficace et efficiente, avec l'idée qu'il nous manque encore des résultats de recherche, à la fois des résultats de recherche quantitatifs, mais aussi des résultats de recherche qualitative conduite de façon pertinente et rigoureuse. Voilà. Alors, un autre article de revue qui nous dit que voilà, la simulation, ça marche, sous certaines conditions, parmi lesquelles notamment la fourniture d'une rétroaction pendant et après l'activité d'apprentissage, l'engagement récurrent des apprenants dans une démarche de pratique réflexive systématique et intentionnelle, la définition claire de finalité des apprentissages, et à condition que la simulation ne soit pas une couche de plus dans ce millefeuille que sont devenus les curriculums, mais qu'elle soit intégrée au curriculum. Alors, en résumé, la simulation est une approche porteuse de multiples promesses. Elle a globalement fait la preuve de son efficacité, en tout cas sous certaines limites. Plusieurs questions restent en suspens pour savoir quand et comment l'utiliser. Sa valeur ajoutée est subordonnée à plusieurs conditions, et ces conditions, et c'est finalement assez rassurant, sont de nature didactique et pédagogique plutôt que technologique et logistique. Autre point sur lequel on voulait, avec le regard qu'on vous propose, attirer votre attention, l'objectif de l'autonomie. L'autonomie de l'étudiant, l'autonomie du professionnel, qui est aujourd'hui considéré comme ayant orienté des pratiques pédagogiques qui posent problème. Alors, je reviens à l'autonomie, donc conçue comme capacité d'auto-évaluation de ses performances et comme capacité d'autodirection de ses apprentissages. Mise en avant notamment dans les années 80 avec cet ouvrage un peu séminal de Knowles, L'adulte apprenant, voilà, qui fonde les bases d'une conviction que d'enfant dépendant pour ses apprentissages, du jour où on devient adulte, tout d'un coup on devient autonome, capable d'auto-évaluation, d'autodirection. Alors le problème, c'est que quand on a entrepris de vérifier si, de fait, les adultes que nous sommes devenus sommes capables d'auto-évaluation, d'autodirection, voilà, quelles que soient les tâches à propos desquelles on sollicite l'auto-évaluation, ce qu'on observe. Quelles que soient les tâches, les résultats sont récurrents. En blanc, ce sont donc les scores mesurés, observés, documentés. En jaune, ce sont les scores perçus par les professionnels ou par les étudiants dans une démarche d'auto-évaluation. C'est constamment ce type de résultat, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un quart des étudiants qui sont en dessous, qui sont dans le quart inférieur, enfin qui sont en dessous de la norme, il y a un quart des étudiants qui sont au-dessus de la norme, et constamment, les étudiants forts se sous-estiment et les étudiants mauvais se surestiment. Et ça, c'est récurrent maintenant, c'est établi. Donc ça doit un petit peu nous amener à revisiter l'agenda de l'auto-évaluation, en considérant, et d'ailleurs, bon voilà, Norman, 10 ans plus tard, détourne un petit peu le titre de l'ouvrage de Knowles, en reprenant son titre, l'adulte apprenant, mais non pas une espèce négligée, mais une espèce mythique, pour dire qu'au regard des produits de la recherche, ça n'existe pas vraiment, en tout cas, sûrement pas au nom du fait que nous sommes devenus des adultes et que nos étudiants le sont. Donc aujourd'hui, on passe clairement
self-directed assessment, c'est-à-dire de l'évaluation autodirigée à l'auto-évaluation dirigée, c'est-à-dire qu'on met l'accent sur la nécessité que l'auto-évaluation en tant que capacité des étudiants à s'engager de façon autonome, systématique, délibérée, dans l'identification de standards et de critères appliqués à leurs pratiques et à apporter un jugement quant au degré avec lequel il satisfait ces pratiques ne doit pas être postulée comme acquise. Elle doit systématiquement être soutenue par des interventions pédagogiques récurrentes et par des ressources externes. Par ailleurs, il faut vraiment avoir en tête que le fait de bien ou mal s'auto-évaluer n'est pas un trait individuel généralisable, qu'il reposait, cette conviction, cette croyance reposait sur des recherches qui avaient notamment cherché à documenter les raisons pour lesquelles on s'engageait dans les activités, dans les champs où on était déjà très bon, dans les champs qui nous intéressaient beaucoup, mais qu'il y a très peu de recherches en contrepartie sur les raisons pour lesquelles des personnes ne s'engagent pas dans des activités d'apprentissage, dans les domaines où on a beaucoup de faiblesses, et dans les champs qui nous intéressent peu. Et qu'aujourd'hui, la manière de penser l'avenir de l'autorégulation des professionnels, de l'auto-évaluation des étudiants, n'est pas de chercher à développer des capacités, à développer chez eux des capacités à devenir des praticiens autarciques, autonomes au sens autarcique, autosuffisants, auto-engendrés, mais bien de développer leur capacité à accepter leur interdépendance. Alors, voilà des modèles qui ont été développés et qui montrent bien la difficulté qu'il y a à mettre en concordance l'auto-évaluation avec les limites que j'ai redites et la rétroaction extérieure par des pairs, par des patients, par d'autres professionnels, cette évaluation externe étant souvent menaçante pour l'estime de soi, menaçante pour son identité professionnelle, menaçante pour sa sécurité au travail, etc. Et ici, c'est un inventaire des influences externes et des influences internes, mais vous voyez que pour être capable finalement de profiter de cette auto-évaluation renseignée, informée, il faut être outillé dans sa capacité à communiquer avec les autres, à entrer en relation. Il faut être outillé au plan émotionnel, ce qui ouvre à la nécessité précisément de donner un petit coup de projecteur sur les compétences émotionnelles, qui est un champ dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc ça va être le dernier petit focus avant la conclusion. Et donc en effet, les compétences émotionnelles ici, on les prend un petit peu pour deux objectifs. D'une part, parce que de fait, c'est fondamental d'outiller les professionnels de santé et également leurs patients et les communautés avec qui ils travaillent en compétences émotionnelles, mais c'est également saisir l'opportunité ici de réhabiliter la place des savoirs. On entend souvent parler, quand on parle de compétences, qu'il n'y a plus de place au savoir, et je remercie des personnes qui nous donnent ces grilles de lecture, comme Nico Hirt notamment, mais ça dépend de quel type d'approche par compétence on parle, et nous voyons plutôt que ces savoirs peuvent être au contraire même sublimés, tant ils peuvent être en lien avec justement nos situations professionnelles et cette ouverture au savoir qu'on doit donner dès l'élaboration des curriculums en partant bien de l'activité professionnelle. Et donc c'est ce double objectif qu'on va poursuivre maintenant sur quelques dias, et on se centre maintenant par rapport à la taxonomie que j'ai présentée tout à l'heure sur un domaine spécifique. On fait un focus sur ce domaine psycho-affectif. Alors d'abord, quelle est la légitimité ? Jean vient de donner justement une légitimité en précisant justement la nécessité des compétences émotionnelles dans tout ce qui touche au processus d'auto-évaluation et d'évaluation justement dirigée, de pouvoir recevoir notamment des feedbacks et en donner. Mais ici, à partir d'une analyse, d'une revue systématique en 2010, dans la revue de Medical Education, il y a eu cette évidence, cette corrélation qui a été mise en évidence entre tout ce qui touche les compétences émotionnelles et une série d'attributs des professionnels de la santé, tels que la satisfaction au travail, la faculté d'empathie, la gestion du stress, la capacité d'être de vrais leaders dans ces milieux professionnels, l'engagement également, les relations interprofessionnelles. Et donc, dans les curriculums, tels que le curriculum ici aux États-Unis
de l'ACGME, où on retrouve une série de compétences qui sont ici nommées. Il y a par les organismes d'accréditation un impératif, une sorte d'injonction à pouvoir inclure qu'il y ait une vraie attente que tous ces attributs en lien avec les compétences émotionnelles ce travail se développe dans les curriculums par compétences. Et donc, il est nécessaire de vraiment s'en préoccuper. Ici, c'est une façon d'envisager la légitimité de s'en occuper. Une autre façon de le voir, c'est de se poser la question simplement sur le fait, et ça, toutes les neurosciences vont complètement dans notre sens, toute la psychologie des émotions montre bien que toute prise de décision, choisir d'aller en vacances à la mer, à la montagne, ou bien devoir prendre une décision face à un patient dans une situation complexe où il y a évidemment conflit souvent de valeurs, ce sont des prises de décision qui mobilisent les émotions. On ne peut pas juste à la porte d'entrée de l'hôpital refouler nos émotions, les mettre de côté et entrer avec un pur rationnel et uniquement avec nos compétences cognitives. Donc il y a même une responsabilité sociale, je pense, des institutions éducatives en santé d'inclure ce domaine des émotions, la capacité de réguler ces émotions, de les travailler de façon à pouvoir décider, avoir la capacité, la compétence de décider pour résoudre des problèmes de manière éthiquement acceptable. Donc cette notion de compétence, maintenant de façon plus en définition, on peut le voir comme un cadre conceptuel scientifique qui tente de rendre compte de l'idée que les individus diffèrent entre eux dans la manière dont ils identifient, dont ils reconnaissent, dont ils comprennent, dont ils expriment, régulent et utilisent leurs émotions et celles d'autrui. Ici, on s'est basé sur un texte Princeps qui, donc, justement, reprend les 5 dimensions que je viens de nommer, qui les détaille un peu plus. Je ne vais pas toutes les relire ici, mais ce qu'il importe surtout de vraiment insister, c'est que toutes ces dimensions doivent se faire par rapport à soi, mais aussi dans la relation par rapport à autrui. Et c'est vraiment ce qui nous importe, notamment, comme on parlait juste avant, de cette autonomie renouvelée. C'est cette autonomie en relation avec l'autre qui nous importe dans la relation de soins. Alors ces 5 dimensions, toujours à partir de la psychologie des émotions, c'est d'une part donc ces 5 catégories, ces 5 dimensions, mais il propose également dans ces mêmes ressources et références scientifiques dans le champ donc, de la psycho des émotions, 3 niveaux, et vous voyez que ces 3 niveaux rejoignent les 3 niveaux justement de la taxonomie des compétences que je vous ai présenté tout à l'heure. Un niveau qui est un savoir-dire déclaratif, on peut savoir qu'il est mauvais de ruminer ses pensées négatives, mais c'est pas pour autant qu'on est capable, même dans un contexte tout à fait hors d'une situation réelle, de pouvoir vraiment mettre en œuvre certaines capacités émotionnelles ou d'exprimer une émotion en salle de classe devant d'autres étudiants, par exemple. Et par ailleurs, on peut même savoir qu'il est mauvais de ruminer, savoir éventuellement exprimer ses émotions devant d'autres, et en situation réelle de vie, dans des situations authentiques, être tout à fait incapable de gérer ses émotions. Et donc, cette taxonomie, enfin, ces 3 niveaux intègrent de nouveau des situations concrètes, réelles, authentiques, et des situations en classe hors contexte. C'est ainsi qu'à partir de ces dimensions et ces différents niveaux, nous avons alors, et ça a été publié en 2012, et puis on a déjà retravaillé là-dessus, à partir de l'analyse de pas mal de référentiels de compétences, on a pu voir qu'on peut vraiment faire émerger une taxonomie des compétences émotionnelles, nous permettant alors de pouvoir mieux planifier l'intégration de justement ces capacités et ces compétences au sein même des curriculums de façon vraiment très précise, et pouvoir évidemment mieux alors les aborder dans nos dispositifs pédagogiques. De nouveau, si on ne les inclut pas dans le référentiel de compétences qui est la charpente de notre curriculum, qui donne notre visée, notre profil de compétences et nos objectifs, eh bien, ça va passer à la trappe après dans tout ce qui sera programme et mise en œuvre, référentiel de formation et d'évaluation. Ici, à titre d'exemple, puisque je travaille également chez Médecins sans frontières, on a travaillé un référentiel de compétences pour les équipes cadres de gestion hospitalière, puisque plus de 50% de leur budget se trouve orienté sur les hôpitaux. Ils ont plus de 25 hôpitaux. Il n'y avait pas justement de formation en gestion hospitalière bien développée. Et par excellence, on est là dans des situations où la gestion des émotions, autant au sein de l'équipe que par rapport aux situations vécues, était nécessaire. Et donc ici, la macro-capacité dans ce domaine-là a été énoncée comme elle est là en anglais. Donc,
développer donc son autonomie émotionnelle en relation avec soi-même et par rapport à son équipe. Il y a une définition qui est donnée de façon plus précise, comme chaque fois, en dessous de l'énoncé de la macro-capacité. Et pour la capacité ici, donc je n'ai repris que la capacité 3, qui est de gérer donc son stress et le stress au sein d'une équipe. On a à côté de cette capacité, mais donc il y a peut-être 6 ou 7 capacités qui viennent documenter la macro-capacité 7 que je viens de présenter. Mais à côté de chacune des capacités, on travaille chaque fois des rubriques d'évaluation, donc directement en référence à Jacques Tardif qui est dans la salle, qui sont ces ensembles multidimensionnels, multiréférentiels de critères et d'indicateurs pour pouvoir évaluer justement nos capacités. Ici, à titre d'exemple, dans cette démarche donc de traduction didactique, on a identifié 3 critères qui sont là, le critère d'intégration culturelle, le critère d'empathie et le critère de responsabilité. Et donc l'idée de vous montrer justement le lien dans la transposition pédagogique au savoir et le fait qu'on peut aller très loin dans les savoirs à travers une démarche par compétence. Je vais le faire ici en vous présentant un cadre conceptuel qui est centré sur la notion de vulnérabilité. Et donc vous voyez à droite les compétences émotionnelles qui se déclinent là donc en capacité à pouvoir être dans la reconnaissance à l'autre, c'est-à-dire des processus de non-discrimination vis-à-vis de l'autre, et donc notamment d'intégration de cette dimension socio-culturelle. Donc c'est d'éviter d'être pris dans nos stéréotypes, d'éviter d'être dans des processus de rejet et de violence à l'égard notamment de ces patients qui peuvent parfois agacer, stresser les professionnels de la santé. Une autre, donc l'empathie également, donc tout ce qui touche à l'attention à l'autre, là on fait référence aux théories du care, la capacité d'être vraiment à l'écoute de l'autre, donc c'est de travailler sur l'empathie dans ce cas de figure. Une autre dimension, donc on a parlé de la responsabilité, être responsable, être vraiment engagé par rapport à un patient, c'est aussi ne pas être dans un rapport de domination à l'autre, de pouvoir vraiment, au contraire, se responsabiliser en considérant l'autre dans sa capacité de prendre ses propres décisions. Ces 3 donc, critères qui se retrouvent ici, travailler sur ces 3 dimensions de la compétence, une partie de compétence émotionnelle, juste le petit bout que je prends ici, peuvent donc se mettre directement en relation avec 3 figures de la vulnérabilité, où on fait appel ici aux sciences philosophiques, aux sciences sociales et humaines, où le concept de vulnérabilité dans sa perspective morale et politique, critique, définit 3 figures. Une figure qu'on nomme la disponibilité à la blessure, c'est-à-dire qu'une personne sera d'autant plus vulnérable qu'elle subira du mépris, qu'elle ne sera pas reconnue, physiquement, ça peut être de la violence intra-institutionnelle qui peut s'opérer dans les hôpitaux, c'est très bien documenté, et psychique, évidemment, s'il y a des réprimandes, s'il y a une non-reconnaissance de l'autre dans ce qu'il est en tant que personne. La dépendance est de ne pas voir l'autre en tant que personne qui attend de la part du soignant une attention, un soin qui parfois n'est pas quelque chose de directement visible, mais qu'on doit pouvoir avoir la perception du besoin. Et on peut retrouver aussi là une possibilité d'aggraver l'abandon et la vulnérabilité de l'autre, l'impropriété de soi. C'est cette mise en relation qu'on a, c'est notre puissance d'agir, d'être en relation avec l'autre. Et là, on ouvre le bras, on donne le bras au médecin ou à le corps soignant pour au contraire prendre le dessus, nous dominer et ne pas considérer justement la possibilité qu'on a de notre propre autonomie, de notre propre décision. Et donc ces 3 figures, on peut très concrètement dans une démarche de transposition pédagogique, je ne vais pas ici prendre l'histoire de ce monsieur Gerhertz ici de façon systématique du tout, on manque de temps, mais c'est juste pour montrer qu'en termes de transposition pédagogique, il y a moyen à travers un cas et à travers des dizaines de cas cliniques qui sont des cas tout à fait quotidien, tout à fait commun. Ici, c'est un patient schizophrénique, quelqu'un qui est aussi sans domicile fixe, qui va traverser tout le système de santé en rencontrant pas mal de professionnels de la santé et qui va subir à travers tout ce processus à la fois une disponibilité à la blessure qui va être aggravée à plusieurs endroits, notamment à certains moments par beaucoup de mépris qui sera donné, et c'est des histoires tout à fait réelles. Il va également avoir des moments de dépendance où sa vulnérabilité va être aggravée et il aura
aura des moments d'impropriété de soi, puisqu'à aucun moment on va considérer qu'il peut prendre lui-même la décision de son orientation, notamment à un moment donné, il ne sera même pas qu'il est aux soins palliatifs. Tout ceci est fortement lié à un manque d'outillage des professionnels de la santé en compétences émotionnelles notamment. Et donc c'est une façon également d'insister sur ces deux points. Et alors la conclusion, Jean va la faire. Voilà, donc, parce qu'il faut conclure, nous avons proposé de considérer qu'il y avait une forme de nouvelle injonction sociale à orienter différemment les finalités des dispositifs de formation des professionnels de santé en passant du médecin savant au médecin compétent. Nous avons tenté d'argumenter qu'il s'agissait bien d'un authentique changement de paradigme, pour autant que l'on documente explicitement, de façon ouverte, les réponses à apporter aux trois questionnements constitutifs de la dimension paradigmatique. Ce faisant, nous avons documenté aussi que l'inscription de ce projet de passer du médecin savant au médecin compétent, ce que l'on nomme aujourd'hui l'inscription dans une approche par compétence, nécessitait à toutes les étapes un certain nombre de choix alternatifs. Et nous avons tenté de vous convaincre qu'un certain nombre de choix portaient en eux-mêmes peut-être les germes du détournement du projet. C'est notamment le cas si cette redéfinition des finalités de l'enseignement et de l'apprentissage s'adosse sur une conception réductrice et parfois même une instrumentalisation de la notion de problème de santé, de la notion de compétences et de pratiques professionnelles compétences, de la notion de preuve et d'évaluation, d'une conception réductrice des champs de savoir légitimes en santé et d'une conception réductrice du contrat social qui définit les bases du professionnalisme. Finalement, il y a bien un changement de paradigme, mais on peut se poser la question de savoir si le changement de paradigme qui est en train de se mettre en œuvre au nom de l'idéologie dominante est bien celui de l'évolution du médecin savant vers le médecin compétent, et si à notre corps défendant, au regard d'un certain nombre de choix que suggère la logique ambiante, environnementale, néolibérale, managériale, la vraie rupture qui est en train de se produire n'est pas celle du paradigme du médecin savant vers un médecin performant, où les compétences en question seraient en fait essentiellement des performances et non plus un savoir agir adéquatement, mais surtout un savoir-faire efficace, où les pratiques professionnelles sont éventuellement dénaturées en prestations de services standardisées au regard d'une employabilité et d'une rentabilité maximale, et où la traduction didactique et la transposition pédagogique ne sont finalement réduites qu'à des dispositions très opératoires. Ce faisant, nous espérons vous avoir convaincu que penser la formation des professionnels de santé, c'est évidemment penser à des réponses à apporter à des questions méthodologiques. Quel dispositif curriculaire et pédagogique faut-il mettre en œuvre? C'est bien sûr, au-delà des questions méthodologiques, avoir en tête des questions d'ordre épistémologique. Quelle est la généalogie des résultats d'apprentissage attendus que l'on met en avant comme finalité des dispositifs? Au-delà, c'est bien entendu des questions d'ordre ontologique. Quelles sont la nature et l'objet des apprentissages concernés? Mais nous pensons surtout qu'il s'agit d'être en mesure de rendre explicite au nom de quoi nous avons pris des décisions parmi plusieurs hypothèses raisonnables possibles. Et ce faisant, pour nous, il s'agit bien de questions de nature politique au regard des orientations de la philosophie morale et politique dans ce qui serait un paradigme de la théorie critique, et qu'il s'agit bien fondamentalement d'une question de nature éthique. Nous vous remercions de votre attention. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est là pour animer la discussion, mais pour notre part, nous sommes ouverts éventuellement à quelques questions. Je crois qu'on a un peu de temps, quelques minutes.
Voilà, donc Bernadette Charlier, Université de Fribourg, Suisse. Je voulais tout d'abord vous remercier pour cette remarquable conférence, vraiment remarquable, parce que vous avez abordé pour moi les questions centrales et que, avec ma collègue, on travaille beaucoup en formation d'enseignants. On peut vraiment transposer les réflexions, les questionnements que vous avez et qui, je pense, nous seront aussi très utiles. On parle aussi d'evidence-based education, c'est très très présent aux États-Unis. Et le thème du colloque, sauf erreur, c'est bien l'articulation entre recherche et formation. Et vraiment, vous êtes au cœur de la question. Donc, j'avais une question, mais plutôt de curiosité, mais la réponse risque d'être longue. Alors, je ne sais pas si on a forcément le temps. Mais j'avais envie que vous nous parliez un peu de votre parcours. Comment vous en êtes arrivé à une présentation, enfin à un modèle, à plusieurs modèles conceptuels cohérents qui paraissent aussi cohérents avec vos pratiques. Alors si vous pouvez nous dévoiler un tout petit peu l'envers du décor, ce serait intéressant. Alors, comme vous dites, la réponse pourrait être longue. Elle n'est pas la même d'ailleurs pour l'un et l'autre en ce qui nous concerne. Florence a un parcours de santé publique, moi j'ai un parcours de médecine clinique. Je dois dire que je me suis retrouvé dans les années 90 confronté aux Québécois qui venaient nous voir en France en nous disant voilà, nous on pense qu'il y a manière de penser différemment l'enseignement et l'apprentissage de la médecine. Et puis voilà, avec des gens de Sherbrooke, avec voilà, des équipes qui associaient à la fois des professionnels de la santé et des professionnels de l'éducation. Jacques Tardif en faisait partie. Moi, je suis sorti de la médecine. J'ai fait une excursion vers les sciences de l'éducation et les sciences de l'éducation ont été pour moi une entrée dans le champ des sciences humaines et sociales, au-delà des sciences de l'éducation, l'anthropologie, la sociologie clinique, la philosophie du soin, etc. Bref, tout ça pour le dire en deux mots, pour mes collègues cliniciens qui, en bons internistes, font des recherches sur les auto-anticorps à la mode dans le lupus érythémateux disséminé, je suis quelqu'un qui a très très mal tourné, très très mal tourné. Voilà. Ici, je suis devant une assemblée bienveillante, mais quand j'interviens dans des assemblées médicales, je démine tout de suite le terrain en rappelant le fameux adage. Quand on est bon, on fait des soins. Quand on est moins bon, on fait de l'enseignement. Et quand on est encore moins bon, on fait de la pédagogie. Donc j'assume tout ça. Voilà. Tout ça pour dire que moi, je porte un regard aujourd'hui sévère, de fait, sur la façon dont sont pensées, ou plutôt dont ne sont pas pensées, les études de médecine. Et c'est très caricatural en France. Les études de médecine ne sont pas pensées et elles ne donnent pas à penser aux étudiants. On a parmi les meilleurs étudiants du système qu'on gaspille de façon éhontée. On fait redoubler 80% d'une classe d'âge en fin de première année, non pas parce qu'ils sont en situation d'échec, mais simplement au nom d'une conception républicaine du mérite et de l'équité. Enfin bon, ça n'a pas de sens tout ça. Voilà, donc le chemin, l'envers du décor, c'est une excursion en dehors de la médecine pour mieux y revenir et considérer de fait que la médecine, et je paraphrase Clémenceau, est une chose beaucoup trop sérieuse pour la laisser au seul médecin. Voilà. On pourra prolonger la réponse autour d'une tasse de café tout à l'heure, mais voilà, je ne sais pas si Florence veut rajouter quelque chose. Peut-être ce qui est aussi un petit peu de particulier, c'est le fait que cette présentation, évidemment, confronte fort nos deux parcours. Et moi, j'ai un parcours donc dans le champ de la santé publique. Et au-delà de la santé publique, c'est vraiment la promotion de la santé qui m'a beaucoup intéressée dans ce domaine-là. Et j'ai fait mon doctorat en pédagogie, mais aussi avec des personnes en sociologie des organisations et avec le monde de l'éducation. Et même si voilà, le concept de planification en santé publique peut être parfois perçu d'une certaine façon, c'est quand même vraiment ça que j'ai développé en travaillant sur les curriculums. Il m'importait vraiment de travailler sur cette ingénierie curriculaire, cette ingénierie de la professionnalisation, dans une perspective assez de planification. Et donc finalement, notre rencontre aussi, où Jean était plus sur des modèles, je dirais, de pédagogie médicale, même si j'avais aussi beaucoup travaillé sur la transposition pédagogique, mais il y a vraiment un apport qui se reflète sans doute dans ce dans cette présentation, qui est cet apport à la fois de
de planification, d'ingénierie curriculaire, de modélisation sur ce qui est vraiment global de la construction d'un curriculum, jusqu'au niveau vraiment du plus fin des savoirs et des dispositifs pédagogiques. Et les deux se lient totalement. Je veux dire, moi-même, je sais bien, quand on travaille sur le choix de ce qu'on met dans le curriculum en termes de compétences, que ce soit un critère de qualité ou que ce soit une compétence ou que ce soit une macro-capacité ou une situation professionnelle, tout ça a des répercussions directement après dans ce qui va se passer dans les dispositifs pédagogiques. Parfois, je dis moi-même, c'est peut-être petit un critère, mais j'aimerais mieux être un critère dans un référentiel qu'une macro-capacité, tant il peut être puissant après dans les dispositifs pédagogiques. Il y a vraiment une articulation très globale là, qui est globale dans le sens vraiment de la promotion de la santé, vraiment intégratrice là derrière. Et je pense que c'est comme ça qu'on a pu relier en fait nos parts à chacun. Dieudonné Leclerc, je suis professeur émérite à l'Université de Liège, en Belgique, mais j'enseigne aussi à Paris 13, comme vous savez, en faculté de médecine. Vous avez abordé énormément de sujets et je vais en commenter qu'un seul parce qu'il faut être relativement précis, donc je ne peux pas parler. C'est celui où vous dites, et je partage votre avis, que la capacité de s'auto-évaluer et la capacité de s'auto-piloter, de s'auto-réguler en tant qu'apprenant, mais aussi en tant que preneur de décision est cruciale. Et vous avez montré une diapositive où on voyait un résultat fréquemment observé, c'est que les plus forts se sous-estiment, c'est difficile de surestimer quand on est le meilleur, et que les plus faibles se surestiment, raisonnement inverse. Et vous avez dit, on se demande pourquoi, et d'ailleurs dans la DIA, on disait pourquoi ça ne s'améliore pas, pourquoi les gens ne traitent pas. Alors, je pense que, et à partir de la définition que Marianne Poumet et moi, Marianne Poumet est là en jaune, au troisième rang, avons donné à la métacognition, c'est-à-dire la métacognition, 3 opérations, juger, analyser ou diagnostiquer et réguler. Eh bien, c'est que les jugements d'habitude sont imprécis, les gens savent qu'ils sont surévalués, que le diagnostic est inexistant et que les remédiations ne sont pas données théoriquement. C'est un petit peu comme si, je parle ici de l'apprentissage, je ne parle pas de la médecine, mais je vais prendre une comparaison avec la médecine, comme si un patient, donc je parle de l'apprentissage, et de tout apprenant, qu'ils soient médecins ou futurs géographes ou futurs pédagogues, c'est un peu comme si un patient allait chez le médecin et disait « j'ai mal ». Et qu'on en reste là, qu'on ne se pose même pas la question de où. Or, on a souvent, et c'est vrai, le graphique que vous avez montré, souvent observé, on voit qu'il se sous-estime, mais on ne sait pas où, on ne sait pas à quel endroit il se sous-estime, à quel endroit il se surestime. Le diagnostic, on ne prend même pas le temps de l'élaborer. Or, le médecin, lui, prend le temps. Le médecin fait d'ailleurs une opération que le patient d'habitude ne sait pas faire, le diagnostic, et que sans diagnostic, il ne peut pas y avoir de remédiation. Et plus exactement, de remédiation appropriée, parce que la plupart des enseignants, des formateurs, ils connaissent des tas de méthodes, des tas de remèdes, des tas de prescriptions. Le grand problème, c'est de les appliquer au bon cas. Voilà, et c'est ce dont je vais parler, ce que je vais traiter de 14h à 17h. Voilà, vous avez vu qu'on n'abandonne pas comme intention d'outiller les futurs professionnels de la santé en capacité d'auto-évaluation, etc. Mais nous voulions rendre compte de la difficulté que ça comporte et de l'impasse qui est aujourd'hui en tout cas assez largement documentée qu'il y a eu à promouvoir l'auto-évaluation comme une capacité autarcique. Voilà. Et qu'aujourd'hui, ce sur quoi on voulait mettre l'accent, c'est la conception qu'on en a aujourd'hui qui considère ça beaucoup plus dans le cadre d'une autonomie en interaction sociale. Ce qui exige un autre outillage pour les futurs professionnels de la santé que l'autonomie autarcique. Donc c'est ce point-là qu'on voulait mettre en relief un petit peu.